On était, si j'ai bonne mémoire, 153 candidats en 2018. Je parie que maintenant, je crois qu'on peut doubler, tripler le nombre de candidats. Donc au niveau de l'Assemblée, chaque député a un bilan personnel. Le Congo n'a qu'un problème d'hommes. Je n'ai pas été fanatique des politiciens. Retenons simplement qu'il n'y aura que 500 députés, selon la loi, à l'Assemblée nationale pour être candidat à la députation nationale et provinciale. Au moins un diplôme de gradient. Il y a des choses qu'on ne fait pas correctement sans niveau d'études, qu'on le veuille ou pas. Comme je disais, si vous prenez un chauffeur qui n'a pas de compétences, si vous mettez dans son véhicule, et lui, et les passagers, vous êtes en danger. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de nos chaînes locales et surtout auditeurs de la radio Vufoukéto, nous sommes très contents que vous puissiez encore nous accorder de votre temps pour suivre cet entretien que nous accorde l'honorable Pierre Tsumbu Mutukalavo qui est ici à Mbanzamou. Nous allons savoir pourquoi. Et il répondra aussi également à certaines de vos préoccupations s'agissant de l'insécurité qui prévaut non seulement à Kinshasa, même ici dans notre province, le Congo central. Nous animons cette émission avec mon confrère de tous les jours, Néron Kata, le grand frère professionnel et physique, si je peux le dire ainsi. Et c'est avec lui que nous allons aborder toutes ces questions d'importance capitale pour la population avec l'honorable Pierre Tsumbu Mutukalavo, que je salue. Honorable, bonjour. Bonjour, messieurs de la presse. Et honorable, vous êtes là. Est-ce que la population, votre population peut savoir cette fois-ci pour quelles raisons, surtout en rapport avec ce qui se passe dans le pays? Oui, maintenant ce qui se passe dans le pays sur le plan politique, c'est les dossiers des candidatures pour la députation nationale. Vous êtes sans savoir qu'on a prolongé la date, c'est demain, pratiquement à la fin du deuxième délai que la CENI a accordé. Et donc c'est tout à fait normal que nous soyons aussi pendant cette période. C'est tous les candidats qui sont dans leur circonscription pour déposer les dossiers. Donc je viens confirmer ici, profitant de votre micro, qu'effectivement le dossier a été déposé dans le cadre de notre regroupement. Les dossiers se trouvent bel et bien à la CENI et c'est ici que j'annonce qu'une fois de plus, je suis candidat à la députation nationale dans notre circonscription de Mbanzamou. Et vous avez suivi, comme nous tous, la situation qui prévoit Kinshasa, vous êtes bien placé pour le savoir. Les gens ont peur, est-ce que nos élus, nos Mouta, nos aînés ne sont pas inquiétés là-bas avec cette histoire de kidnapping? Comment vous vivez cette insécurité qui prévaut ces derniers temps à Kinshasa? Merci bien pour cette question très importante et d'actualité. Ce n'est pas seulement se préoccuper de nos élus, de nos Bambouta, mais au moins si nous sommes au Congo, en RDC, déjà en Mbanzamou aussi comme ville, c'est chacun de nous qui doit avoir un frère, un membre de famille, un ami. Et tous d'ailleurs, nous sommes des compatriotes. Et les compatriotes congolais qui sont en RDC, parce que vous croyez que l'insécurité c'est seulement à Kinshasa, peut-être maintenant nous avons atteint le paroxysme à Kinshasa, l'insécurité est vécue un peu partout. Je vous rappelle qu'à Kouloumou, c'est resté zone rouge, c'est chaque jour qu'il y a des événements malheureux. Kimpese et Mbanzamou sont restés des zones rouges. S'il y a Kalmi sur la nationale numéro 1, s'il y a Kanya Mbanzamou, ce n'est pas le cas pour Kouloumou et Kimpese pour le cas du Congo central. Et Kinshasa, comme je dis, c'est devenu encore trop rouge, c'est vraiment le paroxysme, mais c'est l'existence humaine qui est concernée. Pas seulement les Congolais qui vivent en RDC, qui vivent à Kinshasa, mais même les étrangers. Tout le monde est concerné, sans distinction de rang social. Qu'on soit dirigeant ou dirigé, qu'on soit grand ou petit, qu'on soit noir ou blanc, tout le monde aujourd'hui en RDC, on ne doit pas les cacher, l'inquiétude est partagée, nous vivons dans la SCOS, on est déjà dans la SCOS, et la situation est quand même grave, hein, parce que on peut dire, bon écoutez, maintenant les gens peut-être vont faire plus attention au moment où on abat
un député en fonction, un ministre honoraire, parce que ça attire plus d'attention. Mais sachez que la vie humaine, qu'on soit chômeur, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit ministre, qu'on soit président, c'est toujours la vie humaine. Et cette vie humaine, selon notre constitution, est sacrée. La constitution le dit bien. Et donc, nous devons la protéger. Les gouvernements, les gouvernants, les politiques ont le devoir, c'est un devoir pour nous de protéger la vie des Congolais et des étrangers qui vivent en RDC, mais c'est un droit pour la population d'être sécurisée. Donc le problème que vous posez est réel, le constat est là, c'est malheureux quand on commence à battre des gens comme des chiens, et je dois vous dire que nous sommes tous inquiets, quel que soit notre statut social, et j'espère que la conscience collective doit être bousculée, permettez-moi le terme, pour que solutions soient trouvées. Surtout pendant cette période proche des élections. Il ne faut pas qu'on aille à la campagne électorale avec des esprits agités, avec cette culture de violence, et les élections ne peuvent pas être transparentes, objectives, si on va commencer à passer le temps à se régler des comptes. C'est vraiment la paix, et la paix absolue, c'est la condition sine qua non à des élections paisibles et transparentes. D'aucuns pensent que cette insécurité, les politiques, vous êtes derrière cette histoire, une façon de vouloir boycotter les élections pour que vous y restez, et le Parlement est plus indexé parce que les gens s'attendaient peut-être à une interpellation du ministre de l'Intérieur par rapport à cette situation, c'est qu'on n'a pas encore suivi. Bon, tout ça, ça fait partie des spéculations. Lorsqu'intervient tel événement malheureux, les gens peuvent toujours cogiter, penser à des hypothèses. Vous n'affirmez rien, je suppose, et que ce sont des politiciens, c'est à cause de ceci. Et les spéculations sont normales. Sont normales parce que d'abord les esprits sont agités. Lorsque les esprits sont agités, on peut dire n'importe quoi. Mais il n'y a que des enquêtes sérieuses, objectives et transparentes qui peuvent nous conduire à déceler les causes. Parce que le problème est là, la maladie est là, les symptômes sont là, nous vivons les faits. Maintenant, il faut aller chercher justement, pas spéculer autour des causes, mais il faut qu'il y ait un travail sérieux à la base, et c'est encore le gouvernement qui doit mettre les moyens pour qu'on arrive à déceler les causes et qu'on arrive à déceler les auteurs. Je donne un exemple simple. Dernièrement, nous avons suivi un procès à Kinshasa des kidnappeurs. Vous avez suivi. Aujourd'hui, ils ont été condamnés à différentes peines. Mais est-ce que les enquêtes ont été approfondies? Est-ce que s'il y a des commanditaires, est-ce qu'on les a trouvés? Pour quelles raisons ces gens-là se mettent à kidnapper des gens? Donc la justice de notre pays doit travailler davantage pour déceler les vraies causes, et ce sont des vraies causes qui pourront nous amener à trouver des vrais remèdes. En attendant, ce sont simplement des spéculations. L'interpellation du ministre de l'Intérieur, oui, on va l'interpeller. Vous savez que là, nous ne sommes pas en session, nous sommes en vacances. J'espère que si ça continue, c'est tellement qu'à la rentrée de septembre, il sera interpellé pour qu'il vienne nous expliquer pourquoi tout ça. Mais en attendant, nous-mêmes aussi, on ne doit pas attendre cette interpellation. Il y a des dispositions que nous pouvons prendre. Et la population doit collaborer aussi avec les autorités en attendant cette interpellation. Parce que c'est qu'une interpellation. Mais sur le terrain, une interpellation ne va pas forcément arrêter ceux qui s'adonnent à cette violence, ceux qui trouvent leur compte dans cette violence. Donc il y a un travail de fond à faire, il faut le maîtriser, il faut trouver le travail qu'il faut, quels sont les mécanismes appréhendés pour mettre fin à cette insécurité. Ça ne va pas. Il y a eu des morts avant, il y a eu des gens kidnappés, oui. Les députés n'ont pas parlé, sauf que quand on a touché à la vie de leurs collègues, là c'est les députés de l'opposition, les députés qui bougent par-ci par-là, les députés ne sont solidaires qu'entre eux. Une fois de plus, c'est ce que pensent les communs des mortels. Ce que pensent les communs des mortels. Mais avant la mort de notre collègue Chéribi Okende, des mémoires de député que je suis, je sais que lors de nos plénières, il y a des motions d'information qui sont passées. Et peut-être que nous n'avons pas interpellé le ministre de l'Intérieur, mais il y a des motions d'information qui passent d'ailleurs régulièrement. Vous suivez les débats.
Il y a des émotions qui passent. Lorsqu'il y a un problème qui survient dans un territoire, dans une ville du pays, vous verrez toujours un député passer et passer une motion d'information. Et on n'attend pas qu'un député meure pour que nous, députés, nous puissions informer l'opinion nationale et internationale sur les cas. Ne c'est pas vraiment ça. Mais je pense que, comme je disais au départ, les victimes que nous avons de la violence, nous sommes simplement des humains. Si vous avez parlé de la vie humaine qui est chère, qu'on soit député, qu'on soit ministre, tout homme doté de bon sens, tout homme doté de l'humanisme, la mort d'une personne, c'est une mort. Qu'on soit chômeur, qu'on soit pauvre, je ne sais pas qui, qu'on soit riche, qu'on soit ministre ou député, tout homme doté de l'humanisme, de l'essence de l'humain, ne peut pas réfléchir comme ça. Que parce que quand on tue les communs des mortels, on doit se taire, lorsqu'on tue un ministre. Non, il ne faut pas faire comme la communauté internationale. Hein? Il y a des milliers de morts à l'Est, on ne voit pas la communauté internationale parler. Mais il suffit qu'un membre de la communauté meure, soit assassiné, pour voir toute la communauté se mettre debout autour d'une personne. Mais pour moi, une personne de la communauté internationale qui meurt même chez nous, c'est toujours un problème. Nous devons dépasser ces sentiments-là et d'être seulement hommes, de revenir sur terre pour dire que nous sommes des humains. Donc, et la violence, le cas est là, la violence n'épargne personne. S'il y a la guerre, par exemple ici en Banzango, je ne pense pas que les balles qui vont crépiter, il faut commencer à choisir les têtes. Que là, c'est la tête d'un député, les balles vont dévier. Là, non, je ne pense pas. La violence ne doit pas avoir une couleur, c'est la violence. Et les victimes, ce sont des conséquences. C'est pour cela que ça doit bousculer tout le monde. Tout le monde. C'est vrai. Hein? Lorsque, ce qui peut... ce n'est pas le fait de préférer la mort, condamner plus la mort d'un député par rapport à la mort d'un citoyen lambda. Mais je pense que la mort d'un député attire plus l'attention. Parce qu'on suppose qu'un député, c'est quelqu'un qui est bien gardé, qui est mieux protégé que la population. C'est comme si vous avez, par exemple, en Banzango, la maison, la toiture la plus solide de Banzango, de toutes les maisons de Banzango. Et quand vous voyez cette toiture être emportée par le vent, l'inquiétude peut encore devenir plus importante pour les autres. C'est dans cette image-là peut-être. Mais pour moi, il ne faut pas vraiment qu'on s'attarde dessus. La mort de Cheribe Okembe, c'est d'abord un être humain comme tout autre être humain. Et plus, selon ma foi, selon notre foi, moi je crois en Dieu. Et c'est Dieu qui est le maître de notre vie. À la naissance, c'est Dieu qui a voulu que nous naissions, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons ce que nous sommes. Et la vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui devait encore retirer notre vie. Donc pour Dieu, qu'on soit député ou quoi, nous sommes d'abord des créatures de Dieu. Si nous allons sur le plan de la religion, mon cher. Voilà donc. Donc pour moi, une fois de plus, des problèmes réels. Nous devons mettre de côté nos tendances politiciennes, politiques, nos divisions. C'est comme la guerre à l'Est. Nous la vivons de loin, mais nous sommes concernés. Ici, là, nous sommes devant une situation telle qu'on est dans la maison, en famille. Papa et maman sont en train de se battre. La nuit, par exemple, et vous voyez un serpent qui entre dans la nuit, dans votre maison. Je crois que là, et les réflexes, c'est simple. Tout le monde va d'abord cesser de se battre. Parce que le serpent qui entre là expose tout le monde. C'est simple l'image que je dois donner. Si vous voulez que vous compreniez ça. Merci. Revenons un peu au dépôt des candidatures à la CENI. La République démocratique du Congo a plusieurs lois, mais la CENI elle-même a des lois. Il y a des petites confusions, dépôt de candidatures, propagande, on ne comprend pas. Tout est foulé au pied. C'est quoi, en tant qu'élu du peuple, quand nous savons qu'il ne faut pas faire tous ces bruits, tous ces tapages, mais là, c'est ce que nous vivons et ça reste impuni. Comment vous réagissez? Merci beaucoup pour cette question d'un grand observateur de la société. Donc vous avez vu certainement les gens confondre la période de la campagne électorale avec certaines échéances prévues par la CENI depuis le calendrier que la CENI a mis en place. Effectivement, moi aussi, j'observais, par exemple, à Kinshasa, où j'ai vu là, même ici à Manzango, lorsque nous sommes allés nous enrôler simplement comme citoyens pour avoir la carte d'électeur et être
alignés sur le fichier électoral. Nous avons vu évidemment l'engouement, les futurs candidats qui ont mené leurs militants au niveau des centres d'enrôlement. Nous avons vu ça n'avait pas l'air, mais c'était toute une campagne, c'est pas autour de quoi. Mais maintenant, quand nous avons vécu ça, nous vivons ça avec les dépôts des candidatures. Partout à Kinshasa, on amène des militants, tout ça, même ici, chez nous, avec des fanfares partout. Vous dites, c'est quoi? Moi, l'explication que je peux donner, c'est simplement le non-respect de loi. Parce que vous avez dit que la CENI fonctionne selon des lois. Et la CENI, quand elle établit le calendrier des activités, ces activités tiennent compte des lois et des règlements. Je pense que dans les calendriers de la CENI, ou dans les dispositions que la CENI a prises, il n'est pas dit que lorsque vous allez vous faire un relais, vous devez amener déjà vos militants. Et lorsque vous allez, pour recevoir la carte d'électeur, lorsque vous allez déposer votre... Non, ce n'est pas dit, d'ailleurs c'est interdit. Quand vous allez lire les textes, la campagne électorale est interdite avant la période de la campagne. C'est une violation simplement de la loi, il faut le dire. Et ça encore, c'est un signe que les choses ne marchent pas au pays. Ce n'est pas parce que les députés ne votent pas des lois, contrairement à ce que disent beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il manque de lois. Nous avons même une inflation de lois. Depuis Mobutu, tout ça, si vous regardez des lois, dans tous les domaines, les lois existent. Peut-être qu'il faut les adapter, il faut les modifier pour les adapter aux réalités actuelles, mais les lois existent partout. Si nous nous plaignons, si ça ne marche pas, dans tous les domaines, aujourd'hui nous avons des difficultés partout, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan, dans tout le plan de la sécurité comme maintenant nous. Mais c'est parce que nous ne respectons pas les lois au pays, nous foulons au pied les lois. Et les lois sont faites pour mettre de l'ordre parmi les humains. Les lois sont faites pour que les gens vivent dans la paix, la convivialité. Et lorsqu'on ne respecte pas les lois, on doit s'attendre à ça. Non pas seulement que les lois ne sont pas respectées, lorsqu'on ne respecte pas les lois, il est prévu des sanctions. Et le fait même de ne pas sanctionner, parce que la CENI peut sanctionner. J'ai entendu, le président de NICAD, il m'a peut-être dit, n'ont pas fait attention. Il avait dit, bon, pas question d'aller faire la campagne pendant la... je l'ai entendu en tout cas. Pas question d'aller faire la fête, amener des militants là-bas. Là, on va se faire, comment? Pas déposer les dossiers. Il l'a dit. Bon, maintenant, moi, je lance un défi au président Gadim. Ce qui devait se faire, il a averti qu'il y a la loi, c'est interdit, c'est lui qui dirige la CENI. Maintenant, au moment où il a observé, il a vu, il y a des cas de flagrance, il y a des images. Qu'est-ce que le président Denis, qu'est-ce que la CENI, pour ne pas personnifier la CENI, qu'est-ce que la CENI a fait? Quelles mesures elle a prises? Parce que si la CENI sanctionne tout ce qui ont violé cette loi, cette disposition, en 2028, lorsqu'il y aura encore ce genre d'activité, vous ne verrez pas ça, ça va disparaître. Donc, plus on ne sanctionne pas, plus le mal amplifie. Et dans tous les domaines, mon cher, c'est simplement le manque de respect de loi qui existe qui nous amène à cette situation. Voilà l'explication que je peux vous donner. Et c'est malheureux. Moi, en tant que député, c'est-à-dire que député, je viens de faire 5 ans et les lois qui sont votées au Parlement deviennent pour nous comme nos propres enfants. Donc, j'ai mon enfant, moi, et je ne le respecte pas. Un député qui ne respecte pas les lois du pays, c'est comme un papa qui ne respecte pas son enfant. Parce que nous connaissons l'histoire, la genèse, comment une loi a commencé, comment elle a été discutée et comment elle a été approuvée par l'Assemblée, comment elle a été promulguée. Et donc, si cette loi-là n'est pas respectée, je pense que je suis le plus malheureux. Et donc, moi, en tant que je dois être respectueux de loi. Vous avez observé, lorsque je suis venu me faire enrôler chez les protestants, à la ville, on appelle ça ville haute, à la CBFC, vous étiez avec moi, je n'ai pas amené des militants, je n'ai pas amené des gens qui, même si je pouvais me prendre même des non-militants, je pouvais acheter des centaines de polos à mon honneur, disposer des petits 1000 francs à distribuer aux gens et si j'allais remplir missionner là-bas. Je pouvais aussi le faire ici quand on a déposé mon dossier. Mais comme c'est une violation des lois, ce n'est pas la propagande, je ne l'ai pas fait. Parce que je suis convaincu qu'il n'y a que le respect de loi qui peut nous aider à avancer dans ce pays. Pour terminer cette page, il est intéressant cette fois-ci à voir
les gens qui postulent, nous craignons même que les candidats atteignent 1000, tout le monde, la jeunesse, les gens trouvent que c'est de l'argent facile à la politique. Nous passons. Parce que maintenant, là, c'est un engouement. Et voilà comment vous réagissez brièvement devant cet afflux de candidats. Une fois de plus, moi, vu l'évolution que nous avons connue depuis que moi je suis député, par exemple, depuis 2019, tout ce qui s'est passé, tous ces racontes autour du bonheur, entre guillemets, des députés, des avantages faramineux des députés. Vous parlez des 1000. Bon, je ne connais pas les nombres que nous allons avoir, mais moi je suis tout à fait sûr que nous serons plus nombreux comme candidats qu'en 2018. On était, si j'ai bonne mémoire, 153 candidats en 2018. Je parie que maintenant, je crois qu'on peut doubler, tripler le nombre de candidats. Mais ça ne doit pas être une inquiétude. Quel que soit le nombre de candidats que nous aurons en Banzango, à Songolo, la Matadi, en RDC, retenons simplement qu'il n'y aura que 500 députés selon la loi à l'Assemblée nationale. Il n'y a que 500 sièges. Donc s'il y a 40 000 candidats, c'est 39 500 qui vont tomber. Il n'y a que 500 qui vont rester. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Maintenant, il faut poser la question à ceux qui postulent. Quelles sont leurs motivations? Pourquoi vous êtes des journalistes? Moi, à votre place, je demandez, mais vous postulez, mais pourquoi vous voulez postuler? Évidemment, là aussi, ce sera difficile que quelqu'un vous dise, moi je postule parce que je trouve que je suis chômeur, je n'ai pas de moyens, je postule parce que je suis fonctionnaire. Il y a une injustice entre les députés et les fonctionnaires en termes d'avantages. Alors, je voudrais quitter la pauvreté pour devenir riche, parce qu'avec 21 000 $, moi je vais tout de suite devenir riche, j'aurai des maisons, j'aurai tout ce qu'il faut. Personne ne viendra vous dire ça pendant la campagne. À travers la RDC, personne ne dira pendant la campagne. Il y aura toujours une motivation inavouée que chacun va garder. Mais tout ce qu'on dira pendant la campagne, je sais déjà, moi, si vous votez pour moi, moi je change le pays. Tout va changer. Parce que d'ailleurs, les députés là n'ont rien fait. C'est nous qui allons faire quelque chose. Ça, vous apprenez. Mais vous allez faire quoi et dans quel contexte? C'est pour cela que cette question, vous allez la poser aux autres candidats. Pourquoi cet engouement? Mais l'engouement, c'est simple. Vous avez dit à travers votre question, il y a la réponse. On croit vraiment que la députation, c'est ça. C'est d'abord l'argent. C'est d'abord les avantages. Ça peut être vrai. Je ne pense pas aussi que moi, Tsumbu, quand je deviens député, que je ne peux pas compter sur le salaire. Ce serait un mensonge. Mais le grand problème, c'est que moi, j'observais, on a désacralisé les fonctions politiques. Et nous parlons ici des cas de la représentation nationale et provinciale, la députation. C'est banalisé, c'est désacralisé, ça je vous l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de critères. Le premier problème que nous avons, il y a des critères pour devenir médecin, il y a des critères pour devenir enseignant, il y a des critères même pour faire un bon nombre d'affaires, il y a un critère pour être un bon agriculteur, il y a des critères pour être un bon chauffeur. Et si vous ne rentrez pas ces critères-là, vous ne pouvez pas accéder à ces fonctions. Si vous y accédez sans respecter, sans avoir ces critères-là, sans avoir ces qualités, ces compétences, il y a des conséquences. Et pour la personne qui exerce de telles fonctions sans mériter, et pour la communauté que la personne va servir. Malheureusement, aujourd'hui, ce que moi je remarque, on a tellement banalisé, on a tellement désacralisé les fonctions politiques comme la députation, que, et en absence de critères objectifs, aujourd'hui, tout le monde veut venir faire la politique. C'est parce que moi je suis député. Je ne dis pas, d'ailleurs, même si je devenais député, il y a 499 places autres. Voyez-vous? Donc je ne dis pas parce que moi je suis député, mais moi j'observais ça, M. Néron. Je vais vous démontrer brièvement qu'on a désacralisé, qu'on a le terme là qui doit toujours venir. On a banalisé, c'est banal. Regardez, la loi dit qu'il faut au moins avoir un diplôme de graduat pour être candidat à la députation nationale et provinciale. Au moins un diplôme de graduat. Ça dit que là, il y a déjà des critères de diplôme.
les critères de qualification, les critères des niveaux d'études. Les critères des niveaux d'études. Il y a des choses qu'on ne fait pas correctement sans niveau d'études, qu'on les fait ou pas. On ne doit pas banaliser les études. Et ici, les études universitaires. Parce que, je reviens. Parce qu'on suppose qu'un député, parmi les 500, on doit aussi les trouver parmi les élites. Oui. Parce que c'est la charge de toute la population qui va peser sur les députés. Et les débats qui se passent là, ça demande de l'intelligence, ça demande de la sagesse, ça demande de la culture. Donc c'est pour ça qu'on a pensé qu'il faut au moins un diplôme de graduat. Quelqu'un qui a fait des graduats peut avoir les capacités voulues pour participer au débat. La plupart des débats là-bas se déroulent en la langue de Voltaire. Les débats, d'ailleurs, la plupart de nous, tous les débats, toutes les langues sont autorisées au Parlement. Vous entendez des gens qui parlent de Lingala, qui Congo, mais les débats en général, quand il y a un débat, ça se passe dans la langue du pays. Alors lorsque déjà quelqu'un n'a pas ces niveaux-là voulus, n'a pas leur langue, même s'il a des idées, comment il va les exprimer là-bas? Comment il va les exprimer? C'est déjà un problème. Il sera complexé. Même s'il a des qualités d'homme, tout ça, il aime son pays, il aime son peuple, mais déjà là-bas, parmi les 500 députés là-bas, ils seront complexés. Parce qu'on a même des députés, excusez-moi, on a même des gens qu'on a connus, et même le WhatsApp, là, c'est l'assistant qui doit le faire le WhatsApp, hein, qui doit écrire à sa place en français. Alors, le débat, par exemple. Alors, on aurait dû s'arrêter là, et ça serait déjà une bonne élimination. Ça serait une bonne élimination de certaines personnes qui ne peuvent pas accéder à ce niveau-là. Parce qu'il faut d'abord étudier tout ça à ce niveau-là. Malheureusement, je suppose que quand la loi a été votée à l'époque, moi, je n'étais pas député, je suppose que il y a des députés qui ont dit, mais tiens, mais moi, je n'ai pas un graduat, je n'ai pas aussi là, ce n'est plus possible que je devienne gradué. Alors, ils ont cherché l'exutoire. Ils ont cherché une porte de sortie. Et la loi dit, à défaut d'un diplôme de gradué, vous pouvez présenter un document qui montre que vous avez 5 ans d'expérience dans un domaine économique, social et culturel. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait la 6e primaire et qui peut vous démontrer qu'il a 10 cochons au village, un éleveur de cochons, mais il passe candidat. Et c'est là commence la banalisation dont je parle. La banalisation des fonctions politiques commence là. L'autre raison, c'est qu'on n'a pas une idée de ce qu'on doit faire comme député. Vous savez, le pays est descendu très bas, il faut le dire. Très bas. Nous sommes en train de perdre la grandeur du Congo. Et on ne peut pas avoir la grandeur du Congo, c'est-à-dire un pays qui a des richesses incommensurables, mais avec un peuple qui souffre, même de faim. Nous le savons aujourd'hui. Ce n'est pas ça la grandeur du pays. Le Congo doit être à la hauteur de ce que Dieu lui a donné comme richesse qui devait permettre à tout Congolais de vivre dignement. C'est ça la grandeur du Congo. Un pays ne peut pas être grand si les hommes, les citoyens de ces pays ne sont pas grands. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre que nous avons perdu la grandeur du pays, nous sommes descendus très bas, et les députés, que ce soit moi ou les autres, doivent être le premier, eux qui votent les lois et qui doivent sanctionner, ils doivent être le premier à comprendre que quand on va à la députation nationale et provinciale, ce n'est pas d'abord pour avoir l'argent, c'est d'abord pour travailler pour ces Congos. Et d'ailleurs, si on travaille bien pour ces Congos, si la gouvernance est au rendez-vous, non pas seulement que le député va bien gagner sa vie, il va bien la gagner, d'autant plus que lorsque lui gagne la vie, il y a aussi ces militants, entre guillemets, il y a la population qui défend, qui gagne aussi la vie. Et donc, ce sera plus facile pour un député de gagner de l'argent, mais quand il rentre à la base, qu'il n'y ait pas de plainte partout, que même pour un comprimé de paracétamol, c'est le député qui doit l'acheter. Donc nous voulons, moi je suis en train de voir ce pays-là, cette grandeur-là, mais alors, nous devons d'abord valoriser les fonctions politiques, entre autres la députation. Mais tel que c'est banalisé, on y va parce qu'il y a beaucoup d'argent, les députés gagnent gros et tout ça. Et on y reviendra pendant la campagne, on va l'expliquer. Je pense que ça risque encore d'être pire. Donc, si les députés de 2019 qui ont été élus en 2018 n'ont pas répondu, alors si nous allons dans le sens de voter les gens qui n'ont pour ambition que de se faire de l'argent et rien d'autre, parce que quand on a décidé de se faire de l'argent, mon cher, tout le monde aspire au bonheur. Mais ce qui est important, c'est de dire,
Moi, je vais être le médecin un jour pour sauver des vies humaines. Mais dans ce travail, cette ambition de sauver des vies humaines, il doit vivre. Il ne doit pas mourir lui-même. Mais d'abord, c'est sauver des vies humaines. Un médecin qui n'a pour ambition que moi j'ai fait la médecine parce que ça paye bien, ça va donner beaucoup d'argent. S'il n'est là que pour la recherche de l'argent, il ne sera pas un bon médecin. Il ne fera pas son bon travail. Parce que lorsqu'on va lui dire, écoutez, il y a $1 million, tuez-moi ces messieurs, il va faire le contraire de tout ce qu'il a appris à l'université, de toute la déontologie, de l'éthique médicale. Il va tuer parce qu'il est allé en médecine pour avoir de l'argent. Donc, pour moi, je crois que vous comprenez, tout le monde aspire au bonheur, tout le monde doit vivre de son métier, mais on doit s'engager en politique dans n'importe quel métier, d'abord avec la motivation que j'aime ce métier, je vais aider la communauté, j'aime mon pays. Et après, le reste pourra venir. Imaginez si chacun avait l'amour du prochain, si chacun avait l'amour de son métier, et bien faire son métier, personne ne serait malheureux. Parce que même ceux qui gèrent l'argent, vous pouvez dire, nous gérons l'argent parce que le pays doit vivre. Et les gens doivent vivre. Personne ne serait malheureux. Donc moi, si l'idée c'est seulement aller à la députation pour se faire de l'argent, avoir des maisons, des voitures, je pense que malheureusement, pendant la campagne, personne ne le dira. Et c'est ici que j'insiste, vous de la presse, je ne vous apprends pas le métier, soyez objectifs. Ne soyez pas derrière les candidats. Soyez à côté de la population. Moi, je souhaite d'abord des élections transparentes, ça c'est un. De deux, je voudrais que la population soit éclairée sur les critères. Sur les critères. Est-ce qu'on doit choisir quelqu'un qui n'a pas de compétences, dont la moralité n'est pas éprouvée au niveau de la société, il n'a pas d'expérience, il n'a jamais éprouvé avant d'être député ce qu'il a déjà fait pour la communauté, mais c'est pas parce que peut-être il est capable de drainer des foules, par exemple. Parce que drainer des foules, tout le monde peut le faire. Hein? Oui. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut drainer des foules. Il suffit de prendre une méthode là, on draine des foules. Alors il faut qu'il s'aille aussi avec des compétences. Si vous suivez seulement le populisme, par exemple, je connais un grand musicien de ce pays qui a été candidat. Je ne pense pas que nous étions plus populaires que lui. Nous, les députés qui sont passés les 500 la fois passée, mais il n'a pas été élu. Donc, il faut que vous puissiez éclairer notre population pour que la population ait des critères. Malheureusement, c'est la masse. Nous avons des intellectuels. Là, c'est sûr que moi, je ne vois pas si je demandais aux gens de venir parce que je vais aller déposer mon dossier à la CENI et que je vais donner ceci, de la boisson ou de l'argent. Je ne pense pas que les intellectuels vont venir mettre mes polos. Je ne pense pas que Néron 4 viennent. Ou Gypsy, ou les médecins, ou tous les infirmiers que je respecte, les enseignants qui sont ici, les élitistes, tous ceux qui comprennent, tous ceux qui ont été à l'école. Je ne pense pas qu'ils viennent mettre les polos parce que je viens les polos. Mais je suis chômeur. L'honorable de tout va me donner 10 000, mais je préfère mourir de fait que d'aller mettre son polo de la compagnie. Le problème doit surtout se jouer au niveau de cette masse-là manipulable à souhait. La masse-là doit être instruite pour qu'elle fasse un choix judicieux, tenant compte des critères objectifs qui fera qu'on ait à la députation, à l'Assemblée nationale et provinciale, une catégorie de députés vraiment dignes, responsables, consciencieux, amoureux de notre population, avec des compétences, pour qu'on prenne non pas seulement des très bonnes lois, mais qu'on soit capable de sanctionner tout ce qui dérangerait le pays. Voilà, Néron Kata. Donc, voilà un peu mon idée. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. C'est un peu cela. C'est un peu cela le problème. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les élections de 2006, 2011. Hein? Et la misère qui se poursuit, les gens croient que c'est d'abord les députés, je répète. Non, c'est tous les pays qui est concerné par la misère. C'est de la responsabilité de nous tous dans ce que nous faisons. C'est très important, mon cher Néron et mon cher Richard. Il y a une catégorie de la jeunesse qui a lancé un slogan, je ne sais pas si je peux appeler cela slogan, pas des députés à Kala. Oui. Aujourd'hui, vous avez lu ça et je vois des gens faire circuler vos photos, les photos des députés, oui. tel. Mais honorable, vous avez passé, vous entrez dans la 5e année, 4 ans et demi déjà que vous êtes là comme député, comme représentant du peuple. Vous sentez-vous à l'aise avec votre cœur, avec votre conscience par rapport au travail pour lequel la population vous a envoyé à l'Assemblée nationale? Vous sentez que vous avez bien fait votre travail? Le moment du bilan n'est pas encore là.
il y aura la campagne électorale. Jusqu'à preuve du contraire, je continue à exercer mon mandat. Mon mandat va prendre fin les jours où je ne serai pas élu. À la proclamation des résultats, si tout ne passe pas, mon mandat prend fin. Ma mission prend fin. Je peux faire un bilan à mi-parcours, comme on dit. Oui. Mais je pense que moi, je suis encore élève. J'ai commencé, prenons mon mandat qui a commencé en 2019, en janvier, et qui continue, comme une année scolaire. Moi, je suis de l'enseignement. J'ai commencé mon année scolaire en septembre, et nous allons arriver au 2 juillet. Nous sommes encore au mois d'avril, par exemple. Donc, il ne m'appartient pas à moi de dire si je dois réussir. Pour moi, je passe des classes. Parce que passer des classes, c'est vrai, ça dépend d'abord de mes efforts, de ma discipline, de ma volonté de travailler. Je peux déjà dire, en tout cas, tel que je travaille en classe, tel que j'ai travaillé à la première période, deuxième période, et résultats que j'ai engagé à mi-parcours, je passerai des classes. Ça, on peut avoir cette conviction personnelle. Mais c'est l'enseignant, ce sont des professeurs, les chefs d'établissement. C'est tout celui-là qui aura la dernière signature, qui vont vous délibérer. Et lorsque vous aurez votre bulletin, c'est là qui va dire, voilà, vous avez bien travaillé, bravo, vous passez les classes. Donc moi, j'attends ici, j'ai travaillé pour une population, je me suis engagé à faire ce que je devais faire dans le cadre de mes prérogatives, ce que doit faire un député. Je me suis efforcé à le faire avec mes faiblesses humaines. Je me suis efforcé à le faire et je m'efforce à le faire. Ce que doit faire un député. Et même en suivant les rythmes de tout le monde, je suis allé au-delà. Faire même ce que ne peut pas faire un député. Nous l'avons fait parce que si vous ne le faites pas, les gens sortent des 3 fonctions principales. Hein? C'est-à-dire que voter les lois, et représenter la population et contrôler. Beaucoup de communs des mortels vont au-delà de cette trilogie de fonctions. Et on a d'autres critères là, par exemple, il doit considérer, il doit faire ceci, au-delà. J'ai même essayé de faire au-delà, mais une fois de plus, c'est pas ici que je vais bomber les torses. Le moment viendra où la population, je serai en face de cette population pour dire, je viens, ma mission, j'ai fait ce que je fais, il vous appartient à vous, vous avez vous avez tous les pouvoirs de me dire, messieurs, vous avez essayé de faire quelque chose, continuez, ou messieurs, ne continuez pas. Vous voyez, vraiment, il faut que vous soyez calme. Et le bilan est collectif. Quand on parle de l'Assemblée nationale, c'est collectif. Quand on parle des gouvernements, les régimes de l'Union sacrée, c'est collectif, mais le bilan est aussi personnel. Dans les 500 députés, dans une classe de 100 élèves, tout le monde n'a pas travaillé de la même manière. C'est comme ça qu'il y a un premier et un dernier de la classe. Donc au niveau de l'Assemblée, chaque député a un bilan personnel. Pour ceux qui disent que, tu as dit ça au début là, pas député à Kala. Oui, ils ont raison. Si le problème du Congo, au Congo nous souffrons à cause des députés à Kala, alors moi je serai le premier d'ailleurs me retirer pour mettre les députés à Sika. Si c'est ça, qu'après avoir analysé la situation au pays, on a compris que le pays ne marche pas à cause des députés à Kala. Moi je ne sais pas si je suis député à Kala parce que moi j'ai un mandat. La Constitution me donne de faire autant de mandats que je veux. Il n'y a pas de limite de mandat. Je fais de faire déjà un mandat. Est-ce que je fais partie des députés à Kala? Je ne sais pas. Même si je faisais partie des députés à Kala. Mais si ce député à Kala fait bien son travail, que la population trouve que non, il a déjà fait 3 mandats, 4 mandats, mais il continue à faire son travail, nous sommes satisfaits. Peut-être avec celui qui a fait un mandat. Ce serait injuste que les gens condamnent ceux qui vont voter pour les députés à Kala. Je pense pas que ça soit. Attends, je pense que ça soit les critères. Je ne pense pas. Aussi, puisque les députés à Kala, je suis en train de vous dire, je vous ai parlé des critères au début. Est-ce que les députés à Kala respectent les critères qu'il faut pour qu'on fasse un bon député, qu'on fasse une bonne assemblée nationale? C'est ça qui est important. Vous voyez? Donc il faut aller au-delà. Mais c'est de bonne guerre lorsqu'on est jeune, de croire, de bonne guerre pour ceux-là, de croire que, ici, que je dise que, comme moi je suis jeune, je ne maîtrise même pas la langue de Voltaire, je n'ai jamais travaillé, ou je travaille mais je n'ai pas d'argent. Ça sont des motivations. Maintenant, au lieu de dire que moi, je ne remplis pas les critères pour être député,
Mais pour que moi je sois à la députation, il faut détruire les députés à Kala. Comme ça, ne verront que les députés jeunes. Mais regardez. Alors, prenons les enseignants à Kala. Mettons-les de côté, mettons les jeunes enseignants. Prenons les médecins à Kala. Mettons les jeunes. Prenons dans tous les domaines, quoi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et c'est le fait d'être vieux ou jeune, hein, d'être âgé ou jeune, suffit pour remplir des conditions à l'exercice d'une bonne fonction comme la députation. Je ne pense pas. Et c'est là que vous, les journalistes, vous devez aller voir ces gens-là. Moi, je suis fier. Moi, je parle de moi-même ici. Je vais vous dire ça sincèrement. Allez chercher Tsumbu avant qu'il ne devienne député. Allez les chercher dans mes 20 ans, dans mes 30 ans, dans mes 40 ans. Chercher Tsumbu en train de clasher les députés à Kala. J'ai connu les députés à Kala. Il y a un Banzamou ici. Allez chercher une image où moi je suis en train de dire n'importe quoi sur le député à Kala. Où je critique le député à Kala. Oui, je peux critiquer dans le bon sens. Si je peux dire non, tel député, en tout cas, il n'a pas bien travaillé là-bas. C'est normal. Sans haine, quoi. Sans jalousie. Mais si c'est de la jalousie, de la haine, même si, d'ailleurs, celui qui est jaloux, celui qui est haineux, ne verra jamais le bien de l'autre. Et les jaloux, on peut facilement les comprendre. Donc, en dehors des sentiments de jalousie, de haine, Tsumbu, vous allez les chercher. Où est-ce que Tsumbu a clashé les députés à Kala? Et j'ai été élu, les députés à Kala, j'ai été élu au détriment des députés à Kala. Mais Tsumbu aussi demain, lorsque la population va trouver que il ne nous satisfait plus, mais je ne serai pas élu. Donc, il y a des gens qui seront élus à ma place au détriment de Tsumbu. Et c'est ça la continuité. Il faut que ça continue. Si les gens croient que, bon, pour faire partir les vieux, il faut crier qu'ils n'ont rien fait sur des vieux, c'est pas comment. Mais je sais qu'un jour, moi, je serai aussi vieux, je serai fatigué, je ne saurai plus rien faire. Et c'est pour cela qu'il faut former les jeunes, pour que ces jeunes-là nous remplacent. Moi aussi, j'ai remplacé des vieux. Vous voyez, quand je prends l'exemple d'un vieux comme le vieux Gakwam, parce que pour moi, le vieux Gakwam a toujours été un modèle pour moi. Je l'ai dit sincèrement ici. J'ai connu le vieux Gakwam. Il reste mon modèle. Je n'ai pas de mentor en politique. Je dois le dire ici. Moi, sur un temps politique, je ne suis pas aligné derrière un politicien, un leader. Je suis parti de la fonction publique à l'Assemblée. Je n'ai pas été militant d'un parti avec des polos ou tout ça. Je n'ai pas été fanatique d'un politicien. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je n'aime pas que les gens soient fanatiques. Le fanatisme en politique, c'est ça qui nous tue. Tout ce que vous voyez, le folklore là, politique est comme le théâtre. Et comme le théâtre. C'est comme aujourd'hui quand vous voyez un catcheur qui veut venir faire le catch le soir, qu'est-ce qu'il va faire? On le suit ici, c'est du théâtre. La théâtrisation de la politique. Moi, je n'ai jamais été fanatique de quelqu'un. Et je pense que le fanatisme, le snobisme en politique, c'est un défaut, c'est quelque chose à éviter. Parce que nos dirigeants doivent rester lucides par rapport à nos actions. Nos dirigeants. Donc, je me suis un peu écarté des sujets peut-être, mais je reviens encore pour dire qu'il faut des critères. Donc, pour moi, je n'ai pas peur de ceux qui disent qu'il faut écarter les députés à Kala. Ce sont des futurs candidats, ce sont nos adversaires. Mais je pense que moi, je respecte. Parce que demain, déjà maintenant, quand on va ficher toutes les listes à la CENI, je vais connaître mes adversaires. Si nous sommes 500, donc moi j'aurai 499 adversaires. Et tous les adversaires, je ne tiendrai pas compte, il y a Kala ou il y a Sika. Pour moi, ce sont des adversaires que je dois respecter. Je dois les respecter. Je ne vais pas dire non, celui-là, il n'a que 20 ans. Non, c'est un candidat comme tout autre. La loi lui donne, non, il faut 25 ans aujourd'hui. Ça commence par 25 ans, je vois. Donc, celui de 25 ans jusqu'à 100 ans, même si un candidat de 100 ans, si c'est son droit d'être candidat, parce qu'il y a un problème de droit ici, je veux le respecter. Mais vous ne verrez pas en train de clasher. Quand vous voyez quelqu'un qui clash, qui n'a comme argument qu'un injurié clasher, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argument et c'est un lâche. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Donc il est temps, déjà vous, de la presse, parce que je m'inquiète, que vous commenciez à remettre ces gens-là sur les rails. Vous voyez, ne pas reconnaître les bienfaits d'un candidat parce qu'il est député à Kala, c'est malhonnête. Moi, ça ne me fait pas peur. Moi, parce que ce n'est pas, évidemment, la population qui m'a donné le mandat. Et
qui a vu ce que je fais, c'est encore ceux qui ne me connaissaient pas comme député, qui m'ont découvert pendant les 5 ans ici, j'ai confiance en eux. Et je ne pense pas qu'ils soient guidés par ces sentiments des députés à Kala ou des députés à Sika. Mais aujourd'hui, je demande à la population de bien voir. Parce que, moi aussi je peux dire, si je vais mener cette guerre-là, je peux dire, bon regardez, aujourd'hui les députés à Sika. Mais parmi ceux qui se disent candidats, excusez-moi, vous pouvez voir leur niveau d'études. Vous pouvez voir leur niveau d'études. Il y en a des très bons parmi eux. Il suffit que la population ouvre les yeux pour trouver 4 bons députés de Manzarong. On peut les trouver. Mais malheureusement, même ceux qui parlent, souvent quand ils disent députés, on peut déjà juger leur bassesse. Et ce n'est pas déjà bien. Parce que toi, tu vas être le député là-bas, tu vas commencer à chercher les députés à député à Sika, comme député. Donc la population qu'on doit servir, on doit la distinguer en population à Kala et population à Sika. Parce qu'il y a des routes, quand on est malade, il y a des hôpitaux pour les députés et pour la population à Kala, il y a des hôpitaux pour les députés, pour la population à Sika. Et quand il y a les routes n'existent pas dans nos villages, il y a des routes pour la population à Kala et des routes pour la députation, pour la population à Sika. Dans tous les domaines, je parle dans tous les domaines. Comme s'il y a des écoles pour la population à Kala et la population à Sika. Vous voyez, quelqu'un qui réfléchit comme ça, moi je ne sais pas comment il réfléchit. Mais nous on dit, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Donc on a besoin de toutes les énergies. Dans un pays qui se respecte, si nous voulons aller de l'avant, les vieux ont quelque chose à donner, les jeunes ont quelque chose à donner, les femmes ont quelque chose à donner, les enfants ont quelque chose à donner. C'est dans cette synergie-là d'efforts, des capacités, dans le respect des lois, qu'on peut plutôt faire une bonne politique, qu'on peut bien gérer le pays. Donc c'est un faux débat, vous allez regarder les amis là-bas, moi je n'ai pas peur, le moment venu, s'il y a des jeunes qui veulent faire le débat avec moi, nous allons nous débattre, et non pas pour montrer que je suis les plus forts ou ils sont les plus forts, pour éclairer. Moi je parle d'éclairer la population qui doit choisir. Je souhaite, mes amis, je souhaite franchement qu'il y ait 4 députés à Manzarong. Pas des députés qui vont partir parce qu'ils cherchent à gagner 21 000 $. Oui, c'est des 4 députés qui vont vivre de leur métier parce qu'ils ne feront que ça. Ils doivent vivre de leur métier, mais ça ne doit pas être le premier objectif. Ça sera d'abord des députés qui comprennent pourquoi ils vont à l'Assemblée, quelles sont les responsabilités qui pèsent sur eux par rapport à la vie de notre pays, par rapport à la vie de la population dont nous serons les gérants, dont nous serons les intendants. Parce que en fait, le patron, c'est la population. Est-ce qu'on est conscient que quand on va là-bas, on est au service de la population? Et celui qui comprend ça ne va pas instrumentaliser la population. J'insiste encore. Le fait de vouloir manipuler les jeunes, manipuler les gens pour accéder aux fonctions. Et manipuler aux fonctions des députés. Et encore manipuler les gens pendant les mandats pour faire les mandats. Faire semblant, rester sur des apparences. Non, c'est une fonction sérieuse. Si on n'a pas de... Moi, je crois qu'aujourd'hui, je vais démontrer pendant la campagne, il faut avoir des députés de plus en plus consciencieux, responsables, qui peuvent faire le poids. Parce qu'en fait, je l'ai dit déjà maintenant, vous remarquez que malgré la démocratie, je peux l'accepter parce que nous sommes une jeune démocratie. Mais quand vous regardez très bien, vous observez la vie politique au Congo, malgré la démocratie, nous n'avons pas encore obtenu des institutions fortes, une assemblée forte, un gouvernement fort, une institution pour la République forte, une justice forte. On ne parle pas des individus. Ceux qui œuvrent à l'Assemblée, ceux qui œuvrent au gouvernement, ceux qui œuvrent à la justice, ce sont des acteurs, y compris les présidents de la République. Nous sommes tous des acteurs au service de la population. Maintenant, pour que les choses marchent, il faut pas que le président Mbosso, mon président, soit plus fort que l'Assemblée. Il ne doit même pas être fort. C'est l'Assemblée qui doit être forte. Et si l'Assemblée est forte, c'est parce que nous mettons au sérieux ce que nous faisons. Et si l'Assemblée est forte, eh bien, les gens vont commencer à craindre, comme les gens craignent l'IGF, les gens craignent l'inspection générale de finances. Mais qu'est-ce qu'on voit? Vous croyez que l'inspecteur principal, Jules Aligné, est seul? Mais ce sont des inspecteurs qui sont là. Voilà une institution forte. Mais les gens ont tendance à croire que c'est lui qui est fort. En fait, c'est l'inspection là qui est fort parce qu'il faut un travail correct
qui fait que quand quelqu'un entend parler de l'IGF, et s'il gère l'argent du pays, il a les sentiments de peur. Et de dire, ah, je dois bien faire, sinon l'IGF va venir. Il faut que, par exemple, notre assemblée aussi, on en parlera le moment venu. Moi, je suis d'accord que le moment venu aussi, on se dise, ah, l'assemblée, ici, si vous osez, on va vous contrôler, on va vous sanctionner. Ah, voilà, on ne dit pas le président Bosso, on dit l'assemblée. Et il faut alors des députés qui ont cette dimension-là, hein, qui puissent faire le poids même devant le président Bosso. Que lorsque, par exemple, moi, je fais une motion une interpellation des ministres, que le président Bosso ne se soit pas déçu, que ça soit examiné au Parlement, que nous puissions dire nous sommes 500, en tout cas les 400 ici, peu importe majorité ou opposition, nous disons que ce ministre doit partir. C'est en ce moment-là que l'Assemblée sera forte et nous avons besoin. Mais aujourd'hui, on continue comme à l'époque de Mobutu à diviniser les acteurs politiques. Lorsqu'un député de Tsumboateri ici, et les gens sont prêts même à essuyer ses chaussures parce qu'il y a de la poussière, les mains sur la route, ah, honorable, parce qu'ils savent qu'à la fin, évidemment, il y aura un petit pain. Et les députés est défini comme un petit Dieu. Mais au fond, tu deviens seulement Dieu, c'est comme Jésus. Jésus n'était accepté lorsqu'il distribuait du pain et il multipliait des poissons. Mais vous avez vu ce qu'on a fait de lui sur la croix. C'est l'homme qui demandait du pain qu'il suivait partout pour les nourrir. Ce sont là qui ont demandé, non, non, les Barabbas là qui entrent dans nos maisons pour nous voler, il nous a tués, c'est lui-là qu'il faut laisser en paix. Mais c'est Jésus-là qui nous donnait du pain, c'est lui qu'il faut crucifier. Bon, voyez-vous. Donc, je ne vais pas encore dire aujourd'hui, on n'a pas terminé de diviniser les gens, les cultes de la personnalité. On n'a pas fini. Moi, tout, je l'ai dit déjà ici, en 5 ans ici, je vais faire le bilan. Personne n'a pris ma conscience pour que je commence à être adulateur, fanatique d'un acteur politique. Donc, si aujourd'hui, par exemple, nous avons le président Fachi, hein, je suis tshisekidiste. Demain, à 5 ans, si le président n'est plus là, ou bien dans 10 ans, si c'est Néron Kata qui devient président, je deviens katiste. Et quand Kata ne sera plus là, celui qui venait Lukombo, je deviens lukombiste, je ne le ferai jamais. Parce que justement, je suis convaincu que la politique doit se faire autour des idées, autour des projets de société, autour des règles démocratiques. Les présidents, les députés, nous ne sommes que des acteurs, chacun dans ses limites de fonction, au service de la population. Moi, je suis convaincu. Mais le président de la République, les présidents des institutions, on doit leur dire des vérités. Qu'on soit... Évidemment, l'opposant peut ne pas dire, moi, si je suis avec le président, la meilleure façon d'aider le président, c'est qu'il dit, par exemple, moi, ce n'est pas de lui dire forcément, je dis bien forcément, président, vous me voyez en Banzangou, je suis bien connu, je vais poser des actions, je suis un député sûr, donnez-moi autant d'argent, je vais vous faire voter chez moi. Autant d'argent que je vais avoir, c'est cet argent qui me permettra d'aller réhabiter la route de Kivoulou, ou de Kipang, ou de Ntimanti. C'est cet argent qui va me permettre que les enseignants de Banzangou soient bien payés. Tout ça, là, que les infirmiers soient bien payés, qu'il y ait des médicaments dans les hôpitaux. C'est cet argent-là pour que la population dise oui, effectivement, ça mérite qu'on vote pour celui-là parce qu'on est parti de la situation 0 vers la situation X. Nous avons senti les changements. Donc la meilleure fois dit, monsieur le président, même depuis Mobutu, et en passant par Kabila, regardez comment Kabila aujourd'hui isolé. Excusez-moi de vous le dire. Je ne sais pas quand on parle aujourd'hui de Kabila, quand on critique le régime de Kabila, qui est Kingakat. Je ne sais pas si on associe toutes les personnes qui ont travaillé sous son régime, hein, à qui il a donné des fonctions, et qui ont détourné, qui ont construit des immeubles, qui ont des comptes en banque. Est-ce qu'on parle d'eux? On ne parle pas d'eux. On ne parle que du président Kabila. Pourquoi? Parce qu'on a donné l'impression qu'il y a le président Kabila qui est Dieu qui peut tout faire. Alors que le monsieur n'a reconnu à la fin, il dit, après avoir travaillé, je n'ai pas trouvé combien de personnes? 15 personnes. Voilà, il s'est rendu compte. Alors, il ne faut pas qu'aujourd'hui, ceux qui flattent les présidents, c'est qu'ils reviennent à la même chose, qu'on amène les présidents à ce même niveau. On vient de tromper, moi je suis séquediste et tout ça. En tout cas, on ne dit pas au président ce qu'on doit faire, par exemple, pour qu'en Banzangou, les gens puissent voter pour le régime de Sékédi. Je suis de l'Union sacrée. Voilà un peu de mon cher Néron, mon cher Richard. C'est tout ça le problème du pays. On a banalisé les fonctions, je le répète. On continue à chanter pour des personnes. Vous voyez, tout le temps. Et Mobutu, vous êtes encore peut-être, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas, mais moi j'ai vécu à l'époque de Mobutu. J'ai étudié à l'époque de Mobutu, jusque, je crois, à ma licence. Oui. Et puis, j'ai travaillé. Je connais que pendant 32 ans, on chantait et on dansait pour Mobutu.
D'ailleurs, lui m'a dit dans un discours, era le peuple qui chantait et qui dansait. Qu'est-ce que nous avons obtenu après avoir chanté? La cigale, quand elle a chanté, qu'est-ce qu'elle a obtenu? Donc aujourd'hui encore, nous devons quitter ces schémas-là. Nous devons quitter ces paradigmes de diviniser les animateurs de associations en commençant par les présidents de la République, mais plutôt à être avec les autorités et savoir leur dire la vérité. La vérité. Moi-même, devant le président de Tshisekedi ou devant n'importe qui, je vais dire la vérité. Parce que c'est lui qui m'aime bien me dit la vérité en face. Si je suis opposant, j'aurai des agendas cachés. Je peux même tromper le président pour les dérouter. Mais comme je ne suis pas opposant, je suis pour les changements et je ne vois pas ce qui peut aujourd'hui m'amener à dire non, monsieur le président, le mur là, il est blanc. Alors que je vois que c'est bleu. Parce que si je dis que c'est bleu, le président ne me donnera rien. Parce que c'est pour mes propres intérêts. Mais nous qui abordons la base, nous qui sommes avec la base, nous qui vivons la misère de la population, je ne veux pas dire, monsieur le président, forcément c'est moi, Ntsumbu seul, qui vous ferait voter en Banzabou. C'est un mensonge, c'est de la mascarade, c'est de la malhonnêteté, c'est de l'escroquerie à grande échelle. Merci honorable, on va terminer notre entretien, mais nous voudrons aborder un point. Peut-être que brièvement, honorable, on venait de nommer les chefs de secteur. Oui. Ah oui, ça fait couler beaucoup d'encre salive. Il y en a qu'on trouve qu'ils ne sont pas dignes, il y en a qui n'habitent même pas le secteur, il y en a qui ne sont pas aptes, vous venez déjà de le dire. Comment vous avez réagi après avoir vu ces nominations? Parce qu'il y en a qui se sont dit, mais en réalité, les mains de nos députés devraient passer avant la nomination de ces chefs de secteur. Je l'ai dit devant micro, je ne suis concerné ni de près ni de loin dans la nomination des animateurs. Dites bien nomination. Ni les autorités de certains services de l'État, ni les ATA, ni les chefs de secteur. Tsumbu, en tant que député, n'a pas été consulté. Donc je n'ai recommandé personne. On ne m'a pas consulté. Si on m'avait consulté, j'allais engager la responsabilité de dire, bon, on m'a consulté, j'ai proposé des gens qui sont boudés à la base. Je me sentirais concerné, ne fût-ce qu'avec cette gêne-là de dire, tiens, j'ai proposé quelqu'un qui n'est pas aimé par exemple par la base ou qui ne remplit pas les critères. J'allais être gêné. Mais de toutes les façons, si les critères ont été mauvais, s'il n'y a pas eu de critères d'objectivité pour choisir ces gens-là, c'est mauvais, je condamne parce que, comme je disais, si vous prenez un chauffeur qui n'a pas de compétences, si vous mettez dans son véhicule, et lui, et les passagers, vous êtes en danger. Et après, on va dire que ce sont des députés qui ne font rien. Vous voyez? Donc, ça, vous posez la question à ceux qui les ont nommés. Allez voir le ministre de l'Intérieur qui a signé les ordonnances. Allez lui faire voir que, en tout cas, nous, au niveau de la base, la presse, nous avons observé que les gens que vous avez nommés ne valent pas la peine. Moi, je n'ai pas le temps de juger. Comme la population, jugez vous-même. Mais la population doit savoir que Tsumbu n'y est pour rien. On ne m'a pas consulté. Si on m'avait consulté, je suis humain, je pouvais me tromper. Mais moi, Tsumbu, si on me consultait, soyez sûr que j'allais proposer des gens d'abord que je connais, dont je maîtrise plus ou moins la moralité, les compétences. J'allais commencer par là avant de voir si c'était un membre de mon parti ou si c'est un membre de famille. Je commençais d'abord par là. Parce que s'il est membre de famille, s'il est de mon parti, la dignité de la famille, l'honneur du parti sont engagés. La dignité et l'honneur sont engagés. Par exemple, mais celui-là, comment il est arrivé là-bas? Ah non, c'est l'honorable Ntsumbu qui l'a recommandé, par exemple. Ah, c'est parce qu'il est son neveu. Ah non, parce qu'il est parti de Ntsumbu. Donc moi, je ne peux pas faire des choses qui vont porter atteinte à l'honneur, à la dignité de ma famille politique, de ma famille aujourd'hui, de mon entourage. Donc, M. Nero, vous me connaissez bien. Et en tout cas, je répète que ce que vous dites, ça n'engage que vous. Il paraît qu'il y a des gens qui ne sont pas aptes ou incompétents. Moi, je ne sais pas. Là, je n'ai pas encore vu toute la liste, mais je connais plus ou moins les noms de ceux qu'on a choisis comme chef de secteur. Alors, là, je vais saisir votre micro, l'occasion de votre micro pour les féliciter. S'ils ont été nommés, félicitations à eux et surtout qu'ils soient capables, qu'ils soient à la hauteur de leurs fonctions. Et je vais leur dire que une fois de plus, qu'ils puissent se surpasser, qu'ils puissent se transcender. Si par hasard,
il s'est retrouvé chef des secteurs, peut-être à son ainsi, et que lui-même est conscient qu'il n'est pas capable. Moi, il peut même appeler la presse pour dire, bon, j'ai remercié les autorités qui m'ont nommé comme chef des secteurs, mais j'estime que si elles m'avaient consulté avant, j'allais dire que je ne suis pas capable. Et donc, effectivement, je ne suis pas capable et je démissionne. Je vais les encourager. Mais si eux-mêmes sont conseils qu'ils ne connaissent rien, qu'ils veulent travailler là-bas, c'est lourd. Ils vont souffrir eux-mêmes. Parce que ce sont des charges. C'est comme, mon cher Néron, tu pèses 40 kilos, on te met 100 kilos sur les épaules. Hein. C'est une charge. Ils s'en rendent compte. Et moi, j'encourage, je dis vraiment sans jalousie. Vous ne voyez pas, les députés vont critiquer les nominations. Ça n'engage que ceux qui les ont nommés et ceux qui ont été nommés. Mais je souhaite que ceux qui ont été nommés travaillent pour le bien de nous tous. C'est ça d'abord. Avant de chercher des avantages des individus, leurs avantages, les avantages des partis politiques auxquels ils appartiennent, ils doivent d'abord, comme je disais, comme nous les députés d'ailleurs, commencer à chercher les bienfaits de la population et le reste pour l'avenir. Et vous allez même oublier. Vous avez, à l'enseignement, vous avez des élèves, un prof qui vient parfois les premiers jours vous donne une mauvaise impression. Ah, le prof ici n'est pas. Mais après, il ne se suit pas, c'est tout, vous voyez. Hein? Devenir très bon. J'espère que c'est ça. Par contre, les autres, s'il est déjà connaît, s'il est mauvais, il reste mauvais. S'il est incompétent, l'incompétence n'est pas à comparer avec la paresse ou la négligence. Quand quelqu'un est compétent, à un moment donné, il ne donne plus parce qu'il est devenu paresseux, il garde ses compétences. Il suffit de le bousculer et il devient compétent, parce que c'est en lui. Quelqu'un peut être compétent, mais à un moment donné, il devient négligent. Il suffit de le bousculer, s'il n'est plus négligent, comme il est compétent, il travaille. Un incompétent, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Vous pouvez tout faire crier, il est incompétent. Et l'incompétence, on l'acquiert seulement par l'acquisition des connaissances. Parce qu'un incompétent, c'est quelqu'un qui n'est pas capable, quelqu'un qui n'a pas de connaissances théoriques et pratiques pour faire un travail. Et pour être compétent, il faut seulement rentrer aux études, aller apprendre la compétence. Tu ne sais pas conduire un véhicule, tu es incompétent, on va te critiquer, on va te blâmer, mais il faut qu'il y ait une auto-école. Mais si vous avez un chauffeur bien, on dit qu'on néglige, tu as la négligence. Donc c'est un peu ça, des connards. Vraiment, c'est sans rancune, c'est un sujet, je ne voudrais pas blesser, je n'aime pas blesser les gens. Je n'aime pas blesser les gens, vous le savez bien. J'ai une éducation qui ne permet pas de blesser les gens, mais je l'ai dit, le Congo n'a qu'un problème d'hommes. Et les hommes compétents, les hommes consciencieux, il y en a au Congo dans tous les domaines. Mais il faut avoir un système, c'est le système qui fait défaut, un système qui nous permet justement de mettre la place de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut en mettant de côté les sentiments. J'ai l'impression que s'il n'y a pas de critères d'objectivité, ceux qui choisissent font preuve de médiocrité et ceux qui choisissent, ceux qui les nomment, deviennent aussi des médiocres. Et nous sommes maintenant dans un pays de médiocrité et non pas un pays d'excellence. Excusez-moi de le dire comme ça. Et là, je vais terminer. Vous savez, moi, l'avantage que j'ai aujourd'hui, je ne me vante pas, c'est que pendant 29 ans, quand je parle des problèmes d'hommes, je sais de quoi il s'agit. Des problèmes d'hommes. En termes des hommes qu'il faut pour occuper des fonctions qu'il faut pour le bien de tous. Je viens de deux domaines, 29 ans comme enseignant. Vous savez, en 29 ans, j'ai été peut-être auteur des méfaits, en même temps victime. Pendant 29 ans, je sais comment on a formé des gens à l'usine, l'école. À l'atelier, on forme les hommes. Et je dois vous dire que pendant plusieurs années, la destruction du tissu social et économique du pays n'a pas épargné cette usine qu'on appelle école. Les 29 ans que j'ai vécu, moi, je connais des anti-valeurs. Malheureusement, aujourd'hui, l'école, on dit, l'école n'est pas jugée en termes de fruits, mais on juge l'école en termes de boulanger. Ah, c'est un bon boulanger, il est le meilleur boulanger. Le meilleur boulanger doit être connu par la qualité du pain qu'il produit. Les restes là, les moyens, les boulangers, pour être le meilleur boulanger. On connaît des gens ici, un très mauvais boulanger, parce que moi je suis boulanger, je suis pâtissier, mais on voit quelqu'un qu'on connaît, c'est comme meilleur boulanger, il trouve mais son pain, il est de mauvaise qualité. Pour moi, tu n'es pas bon. Donc, je connais 29 ans, je sais comment on a déformé. En fait, pour la plupart des cas, on n'a pas formé l'homme. Le Congolais a été victime de la crise socio-économique et politique. Et même de la personnalité. Quand on parle de valeurs,
les antivaleurs, la personnalité du Congolais. Qu'aujourd'hui, tout ce que les gens trouvent bon, en réalité, c'est ce qui est mauvais. Lorsque quelqu'un ne détourne pas, et même sa propre famille va les condamner à ça, Zoba, t'as la yibité, parce que voler c'est bon. Et c'est justement notre mentalité, nous avons ça dans nos têtes depuis l'école. Parce que l'école, pour avoir le diplôme d'État, il faut organiser les laboratoires. Et qui l'organisent? Ce sont des acteurs, ceux qui sont censés bien encadrer les enfants, bien les coter. Ce sont ceux-là qui organisent la tricherie et la fraude. Et après, on dit qu'on a des meilleurs acteurs pédagogiques. Donc, je suis allé peut-être plus loin, mais moi, j'ai été là où on déforme l'homme congolais. Et quand je vois cet homme-là qu'on a déformé à l'usine, je vois comment c'est lui qui est joueur sur terrain, comment on l'a entraîné. C'est lui qui va affronter son homologue karatéka. Je sais comment on l'a déformé dans son club. D'office, quand je le vois être tabassé sur le terrain, ça ne m'étonne pas. Donc, qu'on soit député, ministre, président de la République, nous tous, nous sommes venus de cette école-là. Et donc, j'ai été là, j'ai de l'expérience pour dire, aujourd'hui, je peux vous dire, si vous voulez que l'enseignement change dans l'enseignement, au-delà de la grande politique, voici ce qu'il faut faire. Voici comment il faut nommer les gens, voici comment il faut traiter, je peux le dire. Maintenant, là, les 5 ans ici, ce n'est pas beaucoup, m'ont permis de voir ces hommes-là que nous avons déformés, comment ils se comportent en politique. Je vois. Et alors, je sais voir d'où viennent les malheurs. Je peux vous dire, les malheurs viennent de là. Si vous devenez comme un spécialiste, je peux vous dire, non, mais il y a la maladie, mais la maladie vient de là. Alors, les remèdes, c'est ça. J'ai eu cette capacité-là, sans me vanter. Voilà les côtés. Nous avons été vraiment très heureux, mais honorables que vous nous ayez accordé cet entretien malgré votre agenda très chargé. Nous savons que vous reviendrez encore pour d'autres dossiers, nous éclairer sur beaucoup de questions qui nous dérangent, puisque nous savons qu'à votre qualité de député national, vous êtes mieux informé que la plupart des Congolais. Nous vous disons donc merci honorable. Et à vous qui nous avez suivis, vous avez suivi la radio, vous qui êtes tous, vous avez suivi la FTCMB, la Ratelki, nous vous disons merci. Nous avons réussi l'honorable Pierre Mtsumbu, c'est avec lui que nous avons essayé d'échanger autour de cette grande question des élections qui vont se présenter en décembre 2023 et de la question de l'insécurité. Nous vous disons merci et on se fixe rendez-vous pour un autre jour avec l'honorable Pierre Mtsumbu Tukalavo, député national élu de Mbanza. Au revoir. Merci bien. Voilà, on était, j'ai bonne mémoire, 153 candidats en 2018. Je parie que maintenant, je crois qu'on peut doubler, tripler le nombre de candidats. Donc au niveau de l'Assemblée, chaque député a un bilan personnel. Le Congo n'a qu'un problème d'hommes. Je n'ai pas été fanatique des politiciens. Retenons simplement qu'il n'y aura que 500 députés, selon la loi, à l'Assemblée nationale pour être candidat à la députation nationale et provinciale. Au moins un diplôme dégradé. Il y a des choses qu'on ne fait pas correctement sans niveau d'études, qu'on le fait ou pas. Comme je disais, si vous prenez un chauffeur qui n'a pas de compétences, si vous mettez dans son véhicule, et lui, et les passagers, vous êtes en danger.